Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Apprendre à apprendre selon les neurosciences. Cette fois-ci, nous rentrons dans la quatrième partie, comment mémoriser à long terme. Donc la première condition pour pouvoir mémoriser à long terme, c'est tout à fait autre chose, c'est de dormir suffisamment. En fait, si cette condition n'est pas remplie, vous aurez beau appliquer tous les trucs et astuces que vous avez vus dans ces différentes vidéos, ça ne servira absolument à rien parce qu'en fait, votre cerveau n'est pas en état de mémoriser. Alors pourquoi il faut dormir suffisamment? C'est parce qu'on a découvert récemment que le sommeil était le moment où le cerveau se nettoie. C'est-à-dire que si on injecte un traceur qui normalement reste aux alentours de la circulation sanguine durant la journée, donc c'est ce qui est ici en orange, le traceur reste à la surface du cerveau, il diffuse très peu. On se rend compte que si on injecte ce même type de traceur durant le sommeil, à ce moment-là, il descend en profondeur dans le cerveau jusqu'à 200 micromètres. Donc ça veut dire que la barrière hémato-encéphalique, que l'on croyait extrêmement imperméable ou très peu perméable, est en fait beaucoup plus perméable pendant le sommeil. Et ici, on a fait une expérience de microiotophorèse, c'est-à-dire qu'on a injecté des ions dans une veine et on regarde quelle est la proportion d'ions que l'on arrive à capter de l'autre côté. Donc si on a un flux de liquide qui est relativement faible, eh bien, on va avoir une forte concentration et donc ici on va mesurer une activité électrique relativement élevée, alors que si on a un flux de liquide beaucoup plus important, les ions que l'on a injectés par microiotophorèse sont dilués et donc ici vous avez une activité électrique beaucoup plus faible. Et ça, c'est exactement la différence que l'on voit entre l'activité éveillée, peu de flux de liquide, l'activité pendant le sommeil, un grand flux de liquide. Donc on a beaucoup plus de liquide, on a une barrière hémato-encéphalique qui est beaucoup plus poreuse. Et le résultat, c'est qu'une protéine tristement célèbre, qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde, est éliminée beaucoup plus facilement durant le sommeil, puisque c'est toujours les courbes en vert, que pendant la veille. Et cette protéine bêta-amyloïde, quand elle s'accumule, elle induit une dégénérescence neuronale et elle forme des plaques. Et ce sont les symptômes tout à fait caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Donc on a un nettoyage du cerveau pendant la nuit avec une élimination de ces plaques qui ont tendance à se produire spontanément. Et aujourd'hui, on ne pense plus que la maladie d'Alzheimer est une accumulation anormale de plaques due à un phénomène particulier. On pense que la maladie d'Alzheimer, c'est une absence d'élimination des plaques qui en fait se formeraient tout le temps spontanément. Du point de vue de l'apprentissage, vous avez besoin aussi de dormir, pas seulement pour nettoyer le cerveau, mais parce qu'il se passe des choses du point de vue de l'apprentissage pendant le sommeil. Le sommeil est constitué de différents cycles. Ici, on en a représenté 5 qui se répètent, qui sont toujours constitués à peu près de la même manière. Donc, on a un premier niveau qui est un sommeil qu'on va appeler le sommeil léger. Et puis, on va atteindre le sommeil profond qui possède plusieurs niveaux. Et c'est ce sommeil profond qui va nous intéresser. Donc, il y a un sommeil profond caractérisé par des ondes lentes et il y a un sommeil profond avec des ondes tout à fait caractéristiques qu'on appelle des ondes delta. Donc on est en train de s'intéresser à ce moment-là. Alors contrairement à ce que vous pouvez penser, le sommeil paradoxal avec les rêves ne se situe pas dans le sommeil profond, mais est au contraire ici dans le sommeil léger et avec parfois des micro-réveils. Certains vont même jusqu'à dire que le rêve ne se produirait pas nécessairement pendant le sommeil paradoxal, mais plutôt pendant la phase de réveil et que l'on reconstruirait une histoire à la façon d'un film lors de ce micro-réveil. Parce qu'en fait, il est très difficile de savoir quand est-ce qu'on rêve exactement. Donc ici, je vous présente une expérience extrêmement ingénieuse, qui est une expérience d'optogénétique, c'est-à-dire que l'on a transformé des souris de façon à ce que leurs neurones modifient leur activité en réponse à la lumière. Et donc on a modifié des neurones, certains neurones qui sont responsables des oscillations lentes et d'autres neurones qui sont responsables des ondes delta. Et donc en éclairant avec une longueur d'onde ou avec une autre, on peut soit arrêter les oscillations lentes, soit arrêter les ondes delta. Donc en fait, on perturbe le sommeil profond de ces souris, mais de deux manières différentes.
La première constatation, c'est que si on supprime les oscillations lentes, on réduit la mémorisation. C'est-à-dire que les souris avaient appris quelque chose avant de dormir. Pendant le sommeil, on empêche ce sommeil avec oscillations lentes, on les teste le lendemain et celles pour lesquelles on a supprimé les oscillations lentes ont de bien moins bonnes performances en termes de restitution et donc elles ont retenu beaucoup moins de choses de leur séance d'apprentissage de la veille. Donc ça vous montre l'importance de ces oscillations lentes, donc du sommeil profond, pour consolider vos apprentissages. Mais il y a un autre effet, l'effet des ondes delta. Les ondes delta, au contraire, quand on les inhibe, on s'aperçoit que les souris pour lesquelles ces ondes delta ont été inhibées ont une restitution qui est meilleure que les souris contrôle. Donc on pense que ces ondes delta participeraient à effacer une partie de la trace mnésique. Alors ne venez pas me demander des trucs pour pouvoir supprimer les ondes delta, à moins d'être une souris génétiquement modifiée, ce n'est pas possible. Et ces deux effets sont vraiment des effets antagonistes, c'est-à-dire que si on supprime un petit peu seulement les oscillations lentes et qu'on supprime d'autant les ondes delta, on n'a pas d'effet. Donc c'est vraiment un effet complémentaire de ces oscillations lentes sur les mêmes cibles, sur les mêmes synapses. Alors ne vous désolez pas que les ondes delta effacent une partie des traces mnésiques. Pour avoir une trace mnésique pertinente, donc un circuit neuronal pertinent, il faut aussi bien renforcer les synapses qui sont pertinentes dans ce réseau que effacer les connexions qui ne sont pas pertinentes pour ce réseau. Donc il est aussi important de renforcer que d'effacer pour à la fin avoir un circuit neuronal qui soit parfaitement pertinent et qui ne se connecte pas avec d'autres choses, qui ne fasse pas des associations non pertinentes. Et puis en plus, je vous ai dit que une des fonctions essentielles du cerveau, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent. Et donc cette fonction d'effacement est particulièrement intéressante. Il y a une pathologie très grave qu'on appelle l'hypermnésie, dans laquelle les gens sont incapables d'oublier. Et elle témoigne que c'est extrêmement pénible. Et un certain nombre d'entre elles ont même recours au suicide, tellement la vie est insupportable. Donc remerciez votre cerveau d'oublier un grand nombre de choses, même si du coup il oublie certaines choses que vous voulez mémoriser. Alors qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Comment est-ce que ça peut renforcer ou effacer certaines traces mnésiques? Dans la journée, vous avez mis les informations dans la mémoire à court terme, donc dans l'hippocampe, qui se situe ici. Et ce qu'il se passe quand on réactive ces traces mnésiques et elles se réactivent pendant la nuit, c'est que cette information refait tout un circuit et surtout un circuit qui amène au cortex. Et l'information à long terme est localisée dans le cortex. Et donc, on avait ici un circuit neuronal situé dans l'hippocampe et qui, par activation, va activer un autre circuit neuronal en miroir qui ressemble tout à fait au précédent, mais qui est lui situé dans le cortex. Et donc celui de l'hippocampe était à court terme. Temporairement, les neurones s'associent pour mémoriser de façon extrêmement temporaire, mais ils peuvent activer un circuit qui en est la réplique quasiment exacte dans le cortex, et ce circuit dans le cortex, lui, il est stable. Et donc la mémorisation à long terme, c'est activer un circuit de façon stable dans le cortex. Au début, on croyait que cette activité durant la nuit, c'était juste une sorte de copier-coller d'un circuit neuronal de l'hippocampe vers un circuit du cortex. En fait, cette représentation est un peu simpliste. Les données plus récentes, donc ici vous avez des données de 2019, qui montrent qu'il y a aussi une transformation qualitative. Et l'hippocampe est très sensible au contexte et a tendance à associer des informations du contexte en plus de l'information que vous voulez mémoriser. Et lors du passage dans le néocortex, il y a des éléments de ce contexte qui n'étaient pas très fortement accrochés, qui sont perdus en quelque sorte, et donc vous avez une information qui est plus abstraite, plus dégagée de son contexte, qui va se mémoriser dans le cortex. Donc non seulement ça consolide les traces, mais ça permet à cette idée de se dissocier un petit peu du contexte, c'est-à-dire que vous allez avoir l'idée en tant que telle et pas tellement le fait que vous l'avez apprise avec un café sur votre table, le chat qui est passé à 19h30, enfin toutes ces informations qui sont dans l'hippocampe mais qui sont en fait non pertinentes et qui ne sont pas transférées dans le cortex. Donc si c'est si important de dormir, il faut que vous établissiez un rituel. Je vous rappelle qu'on met en place des rituels de façon à ne pas utiliser la volonté pour ne pas l'épuiser.
un rituel pour bien dormir. L'élément le plus important d'un rituel d'endormissement, c'est d'arrêter de travailler à heure fixe. Je sais bien que c'est extrêmement difficile, mais il faut vous fixer une heure non négociable. Et cette heure non négociable, idéalement, elle doit se situer 1 heure avant l'heure où vous souhaitez vous endormir, de façon à ce que votre cerveau ne soit pas encore bouillonnant d'activité au moment où vous allez vous coucher. On dit que dans la façon dont on planifie sa journée, il faut d'emblée planifier l'heure de fin. Ça vous évitera de traîner inutilement sur des choses en vous obligeant à faire les choses dans un temps réduit. Vous allez aller droit à l'essentiel. Et c'est un excellent entraînement pour vos révisions de préparation des concours parce que justement vous allez être confronté à cette problématique qu'il y a énormément à faire et peu de temps, et donc comment vous centrer sur l'essentiel. Donc entraînez-vous durant toute l'année, fixez 1 heure de coucher et 1 heure d'arrêt de travail, 1 heure avant cette heure de coucher. Pendant cette heure, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais qui ne réactive pas trop vos neurones. Il ne faut pas que le cerveau s'excite. Donc quelque chose qui est relativement calme. Si c'est quelque chose sur votre téléphone, pensez à bien régler votre téléphone pour avoir une lumière rouge, de façon à ne pas induire justement un décalage dans la sécrétion de mélatonine et des difficultés d'endormissement. Vous vous assurez que votre téléphone à votre heure de coucher est soit complètement éteint, soit en mode avion si vous l'utilisez pour vous réveiller. Et puis que votre chambre est complètement opaque. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser des caches qu'on met sur les yeux, mais la lumière, même en toute petite quantité, va contrôler la sécrétion de mélatonine et donc perturber votre sommeil. Donc masquez toutes les lampes veilleuses, etc. Même s'il y a un petit éclairage sur votre téléphone, du coup mettez le téléphone sous quelque chose. Vraiment que ce soit le plus sombre possible. Avant de vous endormir, planifiez bien votre journée. Qu'est-ce qu'il y a de plus important demain? Et si il y a quelque chose de pénible, n'oubliez pas de planifier d'avaler le crapaud. Donc identifiez bien votre crapaud et que votre crapaud sera la première chose à faire dans votre journée dès que vous en aurez la possibilité, de façon à vous dégager ensuite la journée. Avant de vous endormir, planifiez l'heure de lever. Si vous décidez que c'est 7h15, c'est 7h15. C'est-à-dire que ce n'est pas « je vais me lever vers 7h15 ». Non, si c'est 7h15, à 7h15, vous mettez les pieds hors du lit. Donc une heure de lever absolument non négociable. Pourquoi c'est important? C'est parce que sinon vous allez griller toute votre volonté pour vous lever le matin. Il ne vous restera plus rien. Donc il nous faut un rituel, et ce rituel c'est que je me lève à l'heure que j'ai décidé. Je suis libre de choisir mon horaire, compatible quand même avec le fait d'arriver à l'heure en cours, mais une fois que j'ai choisi mon heure, c'est l'heure à laquelle je me lève vraiment. Si je me dis « Ah, je vais m'autoriser à me redormir 10 minutes », mais c'est l'horreur. Parce qu'après, en vous levant, il va falloir que vous posiez la question « Je me rendors pas ». Et puis maintenant, je me lève pas. Votre volonté, il n'y en aura plus. C'est une heure de lever, vous vous levez. Point. C'est le rituel, on n'en change pas. Du coup, on ne réfléchit pas, on ne se pose pas de questions, on n'a pas besoin d'utiliser la volonté, on ne fait que se lever sans réfléchir. Si au début ça vous pose problème, vous pouvez utiliser cette astuce qui est de mettre le réveil, non pas à portée de main, mais de l'autre côté de la pièce. Vous serez du coup bien obligé de vous lever pour aller éteindre ce réveil. En version positive, planifiez quelque chose qui vous fait plaisir le matin, quitte à vous lever 5 minutes plus tôt le matin, mais offrez-vous quelque chose qui vous fait plaisir. Toujours pareil, on met en place un rituel qui est un conditionnement. Donc on peut se faire un conditionnement négatif en s'obligeant à aller se lever, mais on peut surtout se faire un conditionnement positif. Le cerveau est bien plus sensible au conditionnement positif qui va nous inciter à nous lever. Et là aussi, n'utilisez pas la volonté. Ce n'est pas au moment de vous lever qu'il faut réfléchir pour savoir qu'est-ce que je vais manger. Je le planifie la veille au soir, en le préparant ou pas, peu importe, mais je sais déjà la veille au soir ce que je vais manger
le lendemain matin, donc ça m'incite à me lever et puis surtout je le fais en mode automatique, je n'utilise pas ma volonté. Donc idéalement, depuis le moment où vous êtes levé jusqu'au moment où vous êtes assis dans la salle de cours, vous êtes en mode automatique, vous faites votre routine et vous ne grillez pas votre volonté dont vous aurez amplement besoin pour le reste de la journée. Si cet aspect de routine vous intéresse ou si vous n'êtes pas convaincu de l'importance d'avoir ce genre de routine, je vous incite à aller lire ce livre, Le pouvoir de l'habitude. Alors, c'est un homme qui travaille dans le marketing, donc c'est pas immédiatement transposable, mais il arrive à montrer vraiment la puissance de l'habitude. Et si on voit bien que si on peut utiliser cette puissance de l'habitude, c'est quelque chose d'extrêmement fort dans les deux sens. Extrêmement nuisible si vous avez pris des habitudes qui vous empêchent de vous lever, mais vous pouvez prendre aussi des habitudes qui font que votre matinée se passe en mode automatique et donc très simplement sans même y réfléchir. Un élément extrêmement important et qui est malheureusement généralement mal connu des gens qui préparent des concours, c'est le travail espacé. Souvent, on a la croyance que plus on répète, plus on révise, mieux c'est. Ben, en fait, pas nécessairement. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ce qui est important, c'est d'espacer les révisions. Si vous révisez beaucoup à des moments pas pertinents, c'est comme si vous aviez déjà enfoncé un clou avec un marteau, où vous avez beau continuer à taper dessus, ça sert absolument à rien. Donc ce qui est crucial ici, ce sont les délais. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode des répétitions espacées. On va allonger de plus en plus le délai de répétition parce que on va passer d'un type de mémoire à court terme vers des mémoires à de plus en plus long terme et il n'est pas nécessaire de les réactiver inutilement. Par contre, il est indispensable de les réactiver au bon moment, sinon elles s'effacent. Donc je vous propose cette méthode. Donc le premier moment, bien sûr, c'est pendant le cours. On va avoir de la rétention immédiate parce qu'on a été attentif, parce qu'on a traité l'information, ce qui fait que ça a commencé à se coder, parce qu'on s'est questionné et qu'on a questionné l'enseignant, parce qu'on a essayé de le relier à ce qu'on sait déjà, à ce qu'on vit. Donc il y a déjà une rétention immédiate qui se fait pendant le cours. Si vous voulez encore l'augmenter, au moment où le cours se termine, au moment où vous rangez vos affaires, prenez l'habitude de vous dire, mais en fait, c'était quoi l'idée essentielle du cours d'aujourd'hui? Juste une, hein, pas la peine de se récapituler tout, juste une. Déjà ça montre à votre cerveau que ce qui vient d'être fait est important, puisqu'il est nécessaire de se le rappeler. Et puis en plus, pour vous, ça vous permettra tout de suite de mettre en évidence ce qui était important aujourd'hui. Le soir même, vous reprenez tous les cours de la journée, vous feuilletez. N'essayez pas de rentrer dans les détails, vous n'avez pas le temps. Juste feuilletez en diagonale, ça c'est l'histoire de bien signaler à votre hippocampe qu'il ne faut pas effacer tout ça. Donc l'hippocampe qui avait gardé ça juste pour 24 heures va réactiver ces circuits-là pendant la nuit et va permettre de le garder quelques jours. Donc quelques jours, ça veut dire que souvent au bout de 3 jours, il ne reste pas grand-chose. Donc quand je mets dans la semaine, transformez ça plutôt en 3 jours plus tard. Il faut absolument être revenu sur le matériel qui sinon va s'effacer. Cette fois-ci, prenez plus de temps. Essayez de rentrer un peu plus dans les choses, éventuellement de faire des exercices types de façon à réactiver. Vous allez avoir donc une information qui s'est un petit peu consolidée, mais qui est encore très précaire, c'est encore sur du sable. Si vous avez raté cette révision à 3 jours, autant dire que vous revenez à la situation initiale et il faut recommencer, relire le soir même, relire à nouveau à 3 jours. Chaque fois que vous ratez une étape, vous revenez au stade précédent. Au-delà des 3 jours, moi j'aime bien réviser à 7 jours, 7 ou 8 jours pour réactiver une nouvelle fois. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait une semaine, 2 semaines, et puis une fois que j'ai fait 2 semaines, 1 mois, c'est-à-dire qu'en fait vous multipliez quasiment par 2 à chaque fois, 2 mois, etc. Et ne paniquez pas, vous dire oh, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Mais non, parce que ça va s'espacer. Et puis à bout d'un moment, vous aurez des choses à revoir à 6 mois, puis vous aurez des choses à revoir à
un an, un an, autant dire que ça c'est pour les concours, hein. Donc peut-être juste pour les révisions de concours, et encore peut-être même pas si vous n'avez pas le temps. Donc comme on multiplie par 2 à chaque fois l'espacement, tout ça va s'espacer et vous aurez dans les espaces des anciens cours la place pour mettre des choses dans les nouveaux cours. Et surtout, vous allez regrouper les idées. Et donc, c'est pas plein de petites choses séparées que vous allez réviser. Au fur et à mesure, vous allez les regrouper, vous allez les assembler. Et donc, au lieu de réviser 3 petites choses espacées, ça ne va plus en faire qu'une seule. Ce qui va vous gagner énormément de temps. Donc ça, c'est extrêmement pratique, extrêmement utile. Vous avez des applications qui peuvent vous aider. Donc c'est surtout intéressant pour le vocabulaire de langue ou les définitions de SVT. Il y a une application qui est entièrement gratuite, entièrement libre, qu'on appelle Anki, que vous pouvez utiliser aussi bien sur ordinateur que sur le téléphone portable. Et vous pouvez utiliser les deux simultanément, ça se coordonne l'un à l'autre, que vous pouvez utiliser et puis vous pouvez faire des fiches de révision et que vous pouvez vous les partager à l'intérieur de la classe, fiches d'anglais, fiches de SVT. Vous pouvez vous les partager et on a ce système de révision espacée. Et si vous n'arrivez pas bien à mémoriser quelque chose, et bien à ce moment-là, l'application raccourcit le délai, et puis si vous arrivez bien, il vous rallonge. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Vous vous mettez des post-it, ça il faut le réviser tel jour, ça il faudra le réviser tel jour. Et puis si quand vous le revisez, c'est extrêmement facile, au lieu de multiplier par 2, vous multipliez par 2,5. Si ça a été un peu pénible, vous multipliez que par 1,5. Si vous n'y êtes vraiment pas arrivé, vous remettez exactement le même délai. Donc prenez plein de post-it et collez sur chacun des cours pour savoir quand est-ce qu'il faut les réviser à nouveau. Vous pouvez aussi faire des piles pour savoir quand est-ce qu'il faut réviser chaque chose. Comme d'habitude, notre petit rituel de fin, n'oubliez pas de faire le quiz de la partie 4, de façon à ce qu'on puisse rentrer un petit peu plus en détail dans la partie 5 sur comment bien réviser. À bientôt!